Les êtres qui accompagnèrent la vie de Marcel Proust sont entrés dans son roman métamorphosés, transfigurés, mêlés à d'autres. Si ces hommes et ces femmes ne sont pas tout à fait oubliés, c'est parce qu'ils ont posé, sans le savoir, pour un écrivain de génie. À la recherche du temps perdu, cette œuvre qui est un monde en soi, avec ses 3000 pages et ses centaines de personnages, nous relie à ces êtres du passé. Un matin de novembre 1904, à l'église de la Madeleine, la comtesse Greffule marie sa fille à Armand de Guiche, un ami de Marcel Proust. Il n'existe aucune image filmée de l'auteur de À la recherche du temps perdu, sauf peut-être celle-ci. Les Proustiens sont divisés. Il y a ceux qui pensent que oui, c'est lui, et ceux qui sont persuadés que leur auteur de prédilection ne peut être cet individu au pas alerte. En tout cas, Marcel Proust est présent à la noce. Dix ans plus tard, À la recherche du temps perdu s'écrit la nuit, dans une chambre séparée du dehors, par d'épais rideaux bleus. À la recherche du temps perdu commence à la fin des années 1870, traverse la Belle Époque et se termine peu après la Première Guerre mondiale. Le roman raconte la découverte d'une société, de l'amour et de ses tourments, le lent cheminement d'une vocation d'écrivain. Et À la recherche du temps perdu, bien sûr, est un roman sur la mémoire, sur la réminiscence. À l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire. De la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Au début de Du côté de chez Swann, premier tome du roman, la scène si célèbre de la Madeleine trempée dans une tasse de thé fait ressurgir l'enfance. L'écrivain possède une collection de photographies pour raviver sa mémoire. Elles dorment dans un meuble en vrac. À quoi bon les classer puisqu'il écrit dans le désordre, en passant d'une époque à l'autre de son récit, au gré de son aspiration. Et puis il me disait, Céleste, vous allez prendre dans mon tiroir la boîte à photographies. Et alors, nous sortions toutes les photographies. Il me dit, alors, cet enfant, mon Dieu qu'il est beau. Je dis, quel prince. Il est assis avec une petite canne. Extraordinaire. Durant les 8 dernières années de la vie de l'écrivain, Céleste Albaret fut sa gouvernante, sa confidente, son amie, tout en ne sortant jamais de son rôle de domestique. Longtemps après la mort de l'écrivain, lorsqu'elle habitait avec son mari et sa fille dans un appartement semblable à des milliers d'autres, c'est au 102 boulevard Haussmann qu'elle continuait de vivre. J'entre dans cette chambre, tout en liège, le plafond, tout était liège. Lui était dans son lit, il était étendu, mais même étendu, il avait une allure formidable. Et tout ça m'a fascinée. Céleste entre au service de Marcel Proust en 1913. Elle a 22 ans. Elle vient de la campagne. Son mari est le chauffeur de l'écrivain. Premier travail que celui-ci confie à Céleste, apporter à ses amis des exemplaires de Du côté de chez Swann, qui vient de paraître. Elle découvre Paris dans l'émerveillement de ses trajets. Alors quand je suis venue à Paris, il y avait beaucoup de chevaux encore. Et il y avait ces petits coupés, moi ça me plaisait à ravir.
et j'allais porter mon livre. Et je me rappelle que j'ai porté le livre à la comtesse Grefful, qui habitait rue d'Astor. La rue d'Astor était de l'autre côté du boulevard Haussmann. La comtesse Grefful, qui marie sa fille, est une voisine. Le monde de Marcel Proust tient dans un mouchoir de poche. L'église de la Madeleine est l'un des centres de cet univers. Tous n'en font pas partie de ce monde. Eux, par exemple, n'en sont pas. Elle non plus. L'écrivain ne parle jamais de la petite bourgeoisie, des paysans, des ouvriers. Dans À la recherche du temps perdu, il n'y a que des maîtres qui appartiennent à la grande bourgeoisie ou à l'aristocratie et des domestiques. Dans ce livre, pourtant, il y a tout de ce qui anime les êtres. Le roman commence par l'évocation d'une nuit d'insomnie et par l'histoire d'un baiser. Un baiser donné par la mère, d'abord refusé, puis accordé. Les soirs où des étrangers étaient là, maman ne montait pas dans ma chambre. Ce baiser précieux et fragile que maman me confiait d'habitude dans mon lit au moment de m'endormir, il me fallait le transporter de la salle à manger dans ma chambre et le garder pendant tout le temps que je me déshabillais, sans que se brisât sa douceur, sans que se répandît et s'évaporât sa vertu volatile. Dans À la recherche du temps perdu, Combray, c'est l'enfance. Combray est en partie inspiré du village d'Illiers en Eure-et-Loire. Le père de Marcel, le docteur Adrien Proust, est natif de ce village. Marcel n'est venu à Illiers qu'entre 6 et 9 ans. Il y a bien longtemps que mon père a cessé de pouvoir dire à maman « Va avec le petit ». La possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi. Mais depuis peu de temps, je recommence à très bien percevoir, si je prête l'oreille, les sanglots que j'eus la force de contenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvais seul avec maman. En réalité, ils n'ont jamais cessé. Et c'est seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends de nouveau. Comme ces cloches de couvent que couvrent si bien les bruits de la ville pendant le jour qu'on les croirait arrêtées, mais qui se remettent à sonner dans le silence du soir. Dans À la recherche du temps perdu, il n'y a pas d'intrigue, mais une suite de moments privilégiés dans le cours d'une vie. Été 1914, Proust et Céleste partent sur la côte normande. C'est le décor du 2e volume, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. J'ai gardé un souvenir tellement vivant, présent. Il était sur la terrasse de l'hôtel. Il allait, il venait, il regardait la mer. Magnifique. Il m'a envoyé un sourire comme un soleil et il m'est venu parler. Il me prend par la main comme une petite fille. Il me dit, et maintenant, regardez. On voyait le soleil couchant. Mais alors, une chose extraordinaire. Toute la mer en feu et le soleil comme ça. Et il allait toujours avec ravissement voir ça. En septembre 1914, le grand hôtel de Cabourg est réquisitionné pour accueillir les blessés de la guerre. Au retour, dans le train, Marcel Proust est saisi par une violente crise d'asthme. Nous sommes arrivés boulevard Haussmann où c'était un mort, véritablement un mort. Son cœur était absolument un vieux cœur usé qui respirait très mal. Il m'a dit, Céleste, les soldats font leur devoir et moi j'ai le mien à faire. C'est mon livre et je ne sortirai jamais plus. Jamais plus il n'est parti. Dans Paris, les cris des marchands de rue se taisent. L'écrivain est l'un des seuls à pressentir dès le début de la guerre qu'elle sera longue. D'où vient cette intuition? De son génie de la psychologie.
Les peuples réagissent comme des êtres. Les grands ensembles d'individus, appelés nations, se comportent eux-mêmes comme des individus. La logique qui les conduit est tout intérieure et perpétuellement refondue par la passion, comme celle des gens affrontés dans une querelle amoureuse. Dans ces querelles d'individus, pour être convaincu du bon droit de n'importe laquelle des parties, le plus sûr est d'être de cette partie-là. Le patriotisme fait ce miracle. On est pour son pays, comme on est pour soi-même dans une querelle amoureuse. Si même un mariage aussi somptueux pouvait se célébrer dans le Paris de la guerre, Marcel Proust ne s'y rendrait plus. Son livre est tout entier porté par une voix intérieure qui dit « je ». En elle, parle ce moi invisible qui est à la source de l'écriture. Les vrais livres doivent être les enfants non du grand jour et de la causerie, mais de l'obscurité et du silence. La guerre retarde la sortie du deuxième volume. L'écrivain poursuit son œuvre et remanie, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. À 10h, le concert éclatait sous mes fenêtres. Entre les intervalles des instruments, si la mer était pleine, reprenait, coulé et continu, le glissement de l'eau d'une vague qui semblait envelopper les traits du violon dans ses volutes de cristal et faire jaillir son écume au-dessus des échos intermittents d'une musique sous-marine. Mais moi, j'avais fait de la nuit le jour. Je me levais des fois à 1h, des fois 2h, du l'après-midi. Il y avait quoi que ce soit, vous ne deviez pas le déranger. Il était excessivement difficile, excessivement tyran, et tout ça a été fait avec une harmonie, avec un charme. Il vous caressait en vous parlant dans sa voix, dans sa façon d'être. Ça me délaçait, ça me faisait plaisir de lui faire plaisir. Marcel Proust est né en juillet 1871. Fuyant les troubles de la Commune, son père a installé sa jeune femme enceinte dans une propriété familiale, à Auteuil. Après la Commune, les Proust réemménagent boulevard Malesherbes, à 5 minutes à pied de l'église de la Madeleine. La carrière du docteur Proust est l'image même du mérite républicain. Ayant grandi dans une famille de la petite bourgeoisie provinciale, il est devenu inspecteur général des services sanitaires internationaux. Il fait partie des officiels chargés d'accueillir les souverains des monarchies et des empires, dont la France est entourée. En 1870, Adrien Proust a épousé une jeune fille de la bourgeoisie juive, Jeanne Weil. Elle est la fille du directeur d'un bureau d'agents de change. C'est d'elle que vient la fortune de la famille de Marcel Proust. Comme je lui ai dit un jour, je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous êtes bien heureux d'être né riche, parce que si vous étiez né pauvre, je me demande comment vous auriez vécu. Il a un frère cadet, Robert, qui deviendra médecin, comme leur père. Marcel, quant à lui, manifeste son détachement vis-à-vis du travail. Il ne veut pas d'un rôle social. C'est toujours moi qui téléphonais à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Alors au début, j'avais jamais téléphoné de ma vie. Je ne savais pas comment marchait le téléphone. Il a voulu savoir comment je téléphonais. J'étais un peu craintive et hésitante. Alors ils viennent et puis me disent, vous dites ou prince, ou comte, ou marquis, ou j'ai bien l'honneur de parler avec monsieur X ou Z. Chaque après-midi, Céleste passe devant ce magasin. Le 102 boulevard Haussmann n'a pas été photographié du vivant de l'écrivain, mais le 104, si. Marcel Proust a choisi cette adresse parce que l'immeuble appartenait à un frère de sa mère. Il ne pouvait se résoudre à habiter dans un appartement qu'elle n'aurait pas connu. Elle est morte en 1905. Il paraît qu'elle est morte avec un chagrin de le laisser seul. Mon petit loup,
Si j'étais pas là, qu'est-ce que tu feras? Après une longue période de dépression, il se lance en 1908 dans l'écriture de ce qui deviendra À la recherche du temps perdu. L'acte fondateur de cette vie nouvelle est l'achat de cahiers, les mêmes que ceux qu'il utilisait au lycée Condorcet. Sur ces cahiers, il commence par écrire le premier et le dernier chapitre de son roman. En septembre 1910, il fait recouvrir de plaques de liège les murs de sa chambre. Il n'entend plus les cloches de la Madeleine, il n'entend plus les défilés sous ses fenêtres. Lui revient l'image d'un petit automate dans la vitrine d'un magasin d'opticien de son enfance. Quand successivement tous les autres hommes que j'ai en moi, l'un par-dessus l'autre, sont tous réduits au silence. Que l'extrême souffrance physique ou le sommeil les a tous fait tomber l'un après l'autre. Celui qui reste le dernier, qui reste toujours debout, c'est mon Dieu, quelqu'un qui ressemble parfaitement à ce capucin qu'au temps de mon enfance, les opticiens avaient sous la vitre de leur devanture et qui ouvrait son parapluie s'il pleuvait et ôtait son chapeau s'il faisait beau. S'il fait beau, mes volets ont beau être hermétiquement fermés, mes yeux peuvent être clos. Une crise terrible causée précisément par le beau temps peut m'ôter toute possibilité de parler. Dans ce grand silence de tout, que domine le bruit de mes râles, j'entends tout au fond de moi une petite voix gaie qui dit « Il fait beau, il fait beau ». Et le petit capucin d'opticien, qui est la seule chose que je suis resté, ôte son chapeau et annonce le soleil. Où puisait-il la volonté et le courage pour écrire comme ça, et des heures et des heures? Il avait une volonté et il voulait. Je bâtirai mon livre, je n'ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. La robe que l'on confectionne pour la comtesse Greffule à l'occasion du mariage de sa fille est un chef-d'œuvre d'artisanat. À sa descente de voiture devant l'église, 4 essayeuses et 2 femmes de chambre disposent les plis de sa traîne. Dans la France de la Belle Époque, la comtesse Greffule est surnommée la reine de la République, tant son influence est grande. À la recherche du temps perdu est la peinture de cette société, où en dépit des valeurs républicaines réaffirmées, le prestige de l'aristocratie est immense. Cette aristocratie d'Ancien Régime puise ses racines dans le Moyen-Âge. Sa fortune est d'origine terrienne. La comtesse Greffule, née Élisabeth Riquet de Caraman-Chimay, est l'une des modèles d'un personnage inoubliable, Oriane de Guermantes. Pour le narrateur, elle est d'abord ce nom, Guermantes, dont les sonorités font rêver. Puis il la voit dans l'église de Combray. Tout d'un coup, pendant la messe de mariage, un mouvement que fit le Suisse en se déplaçant me permit de voir assise dans une chapelle une dame blonde, avec un grand nez, des yeux bleus et perçants, une cravate bouffante en soie mauve, lisse, neuve et brillante, et un petit bouton au coin du nez. Il ne pouvait vraisemblablement y avoir qu'une seule femme ressemblant au portrait de Madame de Guermantes qui fut ce jour-là, jour où elle devait justement venir, dans cette chapelle. C'était elle. Ma déception était grande. Elle provenait de ce que je n'avais jamais pris garde quand je pensais à Madame de Guermantes, que je me la représentais avec les couleurs d'une tapisserie ou d'un vitrail, dans un autre siècle, d'une autre matière que le reste des personnes vivantes. Adéome de Chevigné et Madame Strauss peuvent également prétendre au titre de modèle d'Oriane. Elles sont 3 au moins. Madame Greffule pour sa beauté, Madame de Chevigné pour son profil, Madame Strauss pour la vivacité de son esprit. Madame Strauss est la veuve de Georges Bizet, le compositeur de Carmen et l'épouse de la...
Marcel Proust, au début des années 1890, fait partie de sa coterie. Le genre d'esprit Meillac et Halévy qui était le sien l'apportait par contraste avec le sentimentalisme verbal à un genre de conversation qui rejette tout ce qui est grandes phrases et expressions de sentiments élevés et faisait qu'elle mettait une sorte d'élégance quand elle était avec un poète ou un musicien, à ne parler que des plats qu'on mangeait ou de la partie de cartes qu'on allait faire. L'esprit qui règne dans ce salon est ici incarné par Réjeanne, l'actrice que Marcel Proust admire plus que toute autre et qui deviendra une amie fidèle. Elle interprète une pièce d'Henri Meillac. Dans un instant, elle va se lancer dans un French cancan. Pour réussir à jeter sa jambe en l'air, elle a pris des leçons auprès d'une danseuse du Moulin Rouge surnommée Grille d'égout. On aurait tort de penser que Grille d'égout ne fait pas partie du monde de Marcel Proust. Mais ce qui avait été merveilleux, c'était son rire, et cette espèce d'ironie et de sens qu'il donnait aux choses. On était avec lui parler longtemps. Je dirais même, c'était une espèce d'exaltation. Il se promenait dans tous les domaines. Charles Haas, né en 1833, mort en 1902, est le seul des modèles de À la recherche du temps perdu, auquel le narrateur du livre soudain s'adresse. Mais il lui donne le nom de son personnage. Et pourtant, cher Charles Swann, que j'ai si peu connu quand j'étais encore si jeune et vous près du tombeau, c'est déjà parce que celui que vous deviez considérer comme un petit imbécile a fait de vous le héros d'un de ses romans qu'on recommence à parler de vous, et que peut-être vous vivrez. Si dans le tableau de Tissot représentant le balcon du cercle de la rue Royale, où vous êtes entre Gallifet, Edmond de Polignac et Saint-Maurice, on parle tant de vous, c'est parce qu'on voit qu'il y a quelques traits de vous dans le personnage de Swann. Est-ce à l'instant où lui vient cette adresse à un mort qui continue de vivre grâce à son livre, que l'écrivain pendant la guerre se dit qu'il est en train de sauver un monde? Ce monde que nous appelons le monde de Proust, en lequel se mêlent toutes les images de la Belle Époque. Charles Haas était un marcheur, l'un de ces dragueurs qui arpentent les boulevards. Sous les arbres des boulevards, dans une obscurité mystérieuse, les passants plus rares erraient, à peine reconnaissables. Parfois, l'ombre d'une femme qui s'approchait de lui, lui murmurant un mot à l'oreille, lui demandant de le ramener, fit tressaillir Swann. Il frôlait anxieusement tous ces corps obscurs, comme si parmi les fantômes des morts, dans le royaume sombre, il eût cherché Eurydice. Swann se fit conduire dans les derniers restaurants. Il poussa jusqu'à la Maison Dorée, entra 2 fois chez Tortoni, et, sans l'avoir vu davantage, venait de ressortir du café anglais, marchant à grands pas, l'air hagard, quand il heurta une personne qui venait en sens contraire. C'était Odette. Swann fait la connaissance d'une demi-mondaine, Odette de Crécy. Elle n'est pas son genre, mais un soir il ressent son absence comme un manque. Elle distille en lui le poison de la jalousie. Il finira par l'épouser, alors qu'il ne l'aime plus. Les soirs, quand j'arrivais, alors il était épuisé. À minuit, 1h du matin, il me disait « Bonsoir Céleste, bonne nuit, bonsoir ». Des fois, 3 minutes après, il m'appelait. Des fois, 1 heure après, il m'appelait. Alors, je venais. Alors, j'étais déjà couchée. Je lui ai jamais dit oui, j'étais couchée. Je dis, ça fait rien, monsieur. Il était très touché que j'ai toujours le sauvé. À mon avis, même de sa jeunesse, il n'a voulu qu'écrire. Alors c'est sorti comme ça de salon. Non n'était qu'une espèce d'alimentation de son œuvre, parce que depuis toujours, il a magasiné. Et il n'a vécu que de ça. Les salons de la Belle Époque n'ont pas été filmés. Tout ce que l'on peut voir, ce sont des reconstitutions approximatives.
des actrices prennent le thé en montrant leurs nouvelles robes. Mais ce qui se passe dans les salons, les vrais, c'est autre chose. On y défend des artistes, des adversaires politiques s'y rencontrent. La comtesse Greffule finance les travaux de plusieurs savants, des concerts, des représentations d'opéra. Ces salons sont le lieu où s'exerce le pouvoir du langage et de certaines femmes. Vous savez, cet être, qu'on voyait un petit peu, vous auriez cru plutôt créatif. Il fonçait dedans dans tout ce qu'il voulait. Par exemple, quand il y a eu l'affaire Dreyfus, la part qu'il a pris dans cette affaire, dès le début, il m'a dit, j'ai été 8 jours sans parler à papa, parce que papa, il était contre moi. Je lui ai dit, papa, tu verras que j'ai raison. Alors il allait au procès, il m'a raconté tout en détail. Il était des Dreyfusards. Chez les Proust, comme dans des millions de familles, on se querelle pour ou contre la révision du procès du capitaine Alfred Dreyfus, accusé d'être un espion à la solde de l'Allemagne. Ce scandale fait éclater la France en 2 blocs opposés, dans toutes les classes de la société, de 1894 à 1906. Le père de Marcel défend l'honneur de l'armée. Sa femme est juive et persuadée de l'innocence de Dreyfus. Dans une lettre à son fils, elle suggère qu'elle et lui appartiennent à ce parti de son invention, le grand parti conservateur libéral intelligent. Dans À la recherche du temps perdu, les événements ne sont pas datés. On ne peut que les déduire à partir de quelques repères. L'affaire Dreyfus est l'un des principaux, mais de manière indirecte. Ce qui est décrit, c'est son influence. Monsieur de Guermantes était le plus ancien vice-président du Jockey quand le président mourut. Certains membres du cercle firent campagne contre le duc de Guermantes qui, sûr d'être élu, et assez négligent quant à cette présidence qui était peu de choses relativement à sa situation mondaine, ne s'occupa de rien. On fit valoir que la duchesse était dreyfusarde. La comtesse Greffule est une exception parmi les membres de son milieu. Elle soutient Dreyfus. Ce qui lui vaut d'être inlassablement poursuivie de sa haine par Léon Daudet, écrivain, député, polémiste du journal royaliste et antisémite, l'Action française. Ce qui ne l'empêche pas d'admirer l'auteur de À la recherche du temps perdu. En face de chez Marcel Proust, boulevard Haussmann, un square et une chapelle élevée à la mémoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Chaque année, on y célèbre une messe en souvenir du roi et de la reine décapitée. Léon Daudet, en levant la tête, aperçoit les fenêtres de l'écrivain. Derrière ses volets clos, l'œuvre qui est en train de naître se situe à un degré de vérité que lui, Léon, ne peut atteindre. Ce livre intérieur, de signes inconnus, combien se détourne de l'écrire? Que de tâches n'assume-t-on pas pour éviter celle-là? Chaque événement, que ce fût l'affaire Dreyfus, que ce fût la guerre, avait fourni d'autres excuses aux écrivains pour ne pas déchiffrer ce livre-là. Ils voulaient assurer le triomphe du droit, refaire l'unité morale de la nation, n'avaient pas le temps de penser à la littérature. Mais ce n'était que des excuses, parce qu'ils n'avaient pas, ou plus de génie, c'est-à-dire d'instinct. Car l'instinct dicte le devoir, et l'intelligence fournit les prétextes pour l'éluder. Il y avait une chose vraiment extraordinaire chez M. Proust, dans sa figure, où on sentait en lui-même un parcours de souvenirs et de profondeur, comme s'il analysait une certaine chose, tout en vous parlant. Il y avait par moments son regard comme s'il s'arrêtait, et il y avait comme une espèce de voyage dans sa pensée. Dans À la recherche du temps perdu, le baron de Charlus, le plus flamboyant, le plus déconcertant, le plus émouvant des homosexuels de la littérature, est gros, de plus en plus gros, au fur et à mesure qu'il vieillit. Lorsque Robert de Montesquieu découvre le baron de Charlus en lisant À l'ombre des jeunes filles en fleurs, il devine instantanément qu'il s'agit de lui. Il est svelte pourtant. Mais comme Charlus, il a le génie de l'insolence, de la brouille, du soliloque. Marcel Proust le rencontre en 1893. Il le flatte sans vergogne, sans relâche, jusqu'à ce qu'un an plus tard, Montesquieu le présente à sa cousine
la comtesse Greyful. C'est donc par Montesquieu qu'il pénètre dans les hautes sphères de la société. Il n'a jamais aimé Montesquieu. Je dirais même, il le croyait dangereux, à craindre. Car il se croyait Dieu, vous savez. Mais il aimait, dans cet homme quand même, il avait une grande classe. Il était intelligent. Montesquieu lance des modes, s'enthousiasme pour l'art nouveau. Parce qu'il raffole des plumes de paon et des vases de galets, tout Paris en achète. En vérité, c'est son personnage qu'il façonne comme un objet d'art. Lisant Le Côté de Guermantes, Montesquieu assiste au délire du baron de Charlus, incapable de dissimuler son homosexualité, faisant une scène au narrateur. Et il en tombe malade. « Et qui vous dit que j'en suis offensé ?» s'écria-t-il avec fureur, en se redressant violemment sur la chaise longue où il était resté jusque-là immobile. Cependant que, tandis que se crispaient les blêmes serpents écumeux de sa face, sa voix devenait tour à tour aiguë et grave, comme une tempête assourdissante et déchaînée. « Pensez-vous qu'il soit à votre portée de m'offenser ? Vous ne savez donc pas à qui vous parlez ? Croyez-vous que la salive envenimée de 500 petits bonshommes de vos amis, juchés les uns sur les autres, arriverait à baver seulement jusqu'à mes augustes orteils ? » Montesquieu, 20 années durant, règne au sommet de l'échelle sociale. Les spectateurs sur les marches de la Madeleine espèrent l'apercevoir. Céleste, lorsqu'elle fait ses courses, peut ramener dans son panier une effigie de Montesquieu sous la forme de cartes qui se collectionnent, distribuées par les magasins Félix Potin. Le magasin Félix Potin le plus proche du 102 boulevard Haussmann est situé dans un immeuble qui appartient aux Greyful. Les employés peuvent contempler les exercices matinaux de Monsieur le Comte, alias le duc de Guermantes. Le quartier ne paraissait au duc qu'un prolongement de sa cour, une piste plus étendue pour ses chevaux. Après avoir vu comment un nouveau cheval trottait seul, il le faisait atteler, traverser toutes les rues avoisinantes, le piqueur courant le long de la voiture en tenant les guides, le faisant passer et repasser devant le duc, arrêté sur le trottoir. Debout, géant, énorme, habillé de clair, le cigare à la bouche, la tête en l'air, le monocle curieux, jusqu'au moment où il sautait sur le siège, menait le cheval lui-même pour l'essayer, et partait avec le nouvel attelage retrouver sa maîtresse aux Champs-Élysées. De même que l'écrivain s'aventure rarement au-delà de la place de la Concorde, très peu d'épisodes de son roman se déroulent sur la rive gauche. Les personnages, à quelques exceptions près, habitent les 8e, 9e, 17e arrondissements. Ils évoluent entre les allées du Bois de Boulogne, le quartier des Champs-Élysées, la plaine Monceau et les grands boulevards, à la condition de ne pas franchir la porte Saint-Denis. Le faubourg de À la recherche du temps perdu réunit en une seule entité le faubourg Saint-Honoré et le faubourg Saint-Germain, plus ancien, plus désargenté. Cet espace gravite autour d'un centre, jamais précisément situé, éperdument désiré, l'hôtel de Guermantes. Quelquefois, je rencontrais la duchesse dans la cour, sortant pour faire des courses à pied, même s'il faisait mauvais temps, avec un chapeau plat et une fourrure. Je savais très bien que pour nombre de gens intelligents, elle n'était pas autre chose qu'une dame quelconque, le nom de duchesse de Guermantes ne signifiant rien, maintenant qu'il n'y a plus de duché ni de principauté. Mais j'avais adopté un autre point de vue dans ma façon de jouir des êtres et des pays. Tous les châteaux des terres dont elle était duchesse, princesse, vicomtesse, cette dame en fourrure, bravant le mauvais temps, me semblait les porter en elle, comme les personnages sculptés au linteau d'un portail tiennent dans leurs mains la cathédrale qu'ils ont construite ou la cité qu'ils ont défendue. Mais ces châteaux, ces forêts, les yeux de mon esprit seul pouvaient les voir dans la main gantée de la dame en fourrure. Au début du côté de Guermantes, la famille du narrateur s'installe au plus près de ces aristocrates dont les modèles furent, dans la réalité, beaucoup plus difficiles à approcher. Elle emménage dans un immeuble en vis-à-vis de l'hôtel particulier des Guermantes. Des fenêtres, le narrateur peut apercevoir Oriane. Il est au cœur de son rêve, au cœur du faubourg.
Lorsque la comtesse Greffule pose dans l'atelier du photographe Nadar, un décor d'escalier laisse imaginer autour d'elle l'inaccessible palais dans lequel elle vit. On surnomme l'endroit la Cité du Vatican. Pour avoir le droit d'y photographier ou d'y filmer, il faut être de la famille. Mais pour écrire, il suffit de se souvenir. Le seul point sur lequel Guermantes et Courvoisier se rencontraient était dans l'art infiniment varié d'ailleurs de marquer les distances. Au moment où un Guermantes entendait votre nom prononcé par le présentateur, il laissait tomber sur vous, comme s'il n'était nullement décidé à vous dire bonjour, un regard généralement bleu, toujours de la froideur d'un acier qu'il semblait prêt à vous plonger dans les plus profonds replis du cœur. Tout ceci se passait à une distance de vous qui, petite s'il se fût agi d'une passe d'armes, semblait énorme pour une poignée de main, de sorte que, quand le Guermantes vous avait jugé digne de vous rencontrer désormais avec lui, sa main, dirigée vers vous au bout d'un bras tendu de toute sa longueur, avait l'air de vous présenter un fleuret pour un combat singulier. Et cette main était en somme placée si loin du Guermantes que quand il inclinait alors la tête, il était difficile de distinguer si c'était vous ou sa propre main qu'il saluait. Marcel Proust ne fait pas véritablement partie de ce milieu, parce qu'il est juif et roturier. S'il a ses entrées chez les Greffule, personne ne songerait à le convier à une partie de chasse en compagnie du roi d'Espagne Alphonse XIII. Ce qui vaut peut-être mieux. Quand il avait pris son café, il faisait un tour d'horizon de la politique. On lui prenait les journaux du matin. Il a toujours manifesté le regret qu'il n'y ait pas eu un resserrement de l'Allemagne à la France qui aurait été absolument l'équilibre pour empêcher la guerre. Je ne sortais jamais. Je n'ouvrais ses fenêtres que quand il sortait. Quand il sortait, c'était terrible le travail que j'avais. Parce que sur son lit, il y avait tous ces papiers. Il ne fallait pas égarer. Vous aviez des petits papiers comme ça, où il y avait une note. Alors, pendant qu'il était sorti, j'arrangeais tout. Je faisais sa chambre, je l'aérais, j'ouvrais en grand. Alors, ma passion, pour me distraire, je posais des dentelles. Je m'amusais à coudre. Alors, il me disait, Céleste, il faut lire. Moi, au lieu de lire, je cousais. Et c'était ma vie. Madeleine Lemaire, avant la guerre, recevait le mardi. C'était son jour, d'avril à juin. Ses hôtes la surprenaient en train de peindre, des roses généralement. Madeleine Lemaire était plus artiste que Lydie Aubernon, pour qui l'intellect primait. Lorsque Madame Aubernon organisait un dîner, elle décidait à l'avance des sujets qui devaient être abordés. Si la conversation déviait, elle agitait une clochette. Lydie Aubernon et Madeleine Lemaire font partie des modèles de l'un des personnages les plus drôles et cruels du roman, Madame Verdurin. Durant la guerre, celle-ci connaît une fulgurante ascension sociale. Elle finit même par épouser un Guermantes. Un certain matin, elle éprouve une intense satisfaction. Cette dame qui visite un orphelinat, ce pourrait être elle, Sidonie Verdurin. Madame Verdurin, souffrant pour ses migraines de ne plus avoir de croissant à tremper dans son café au lait, avait fini par obtenir une ordonnance qui lui permit de s'en faire dans certains restaurants. Cela avait été presque aussi difficile à obtenir des pouvoirs publics que la nomination d'un général.
elle reprit son premier croissant le matin où les journaux narraient le naufrage du Lusitania. Tout en trempant le croissant dans le café au lait, et donnant des pichenettes à son journal pour qu'il puisse se tenir grand ouvert sans qu'elle eût besoin de détourner son autre main des trempettes, elle disait « Quelle horreur ! Cela dépasse en horreur les plus affreuses tragédies. » Mais la mort de tous ces noyés ne devait lui apparaître que réduite au milliardième, car tout en faisant, la bouche pleine, ses réflexions désolées, l'air qui surnageait sur sa figure était plutôt celui d'une douce satisfaction. C'était les retours quand il était satisfait qui étaient magnifiques de ces soirées. Parce que vous voyez dans ses yeux brillants, dans l'expression, dans la façon qu'il me le racontait, un tel qui avait été ridicule, la façon d'une dame qui avait une robe tellement splendide. Oh, vous savez, Céleste, elle avait des revers à sa robe, c'était magnifique, c'était bien. Il s'assoyait au pied du lit et il racontait tout. Tout en vous parlant, on sentait qu'il allait loin, loin. Il pensait comme ça, puis tout à coup il revenait. Parce qu'il a fait tous ces personnages qui vivent tout le temps. Parce que tout est fait sur la vérité. Que ce soit les vices, que ce soit les vertus, les prétentions. À la recherche du temps perdu ne se nourrit pas uniquement des informations que l'écrivain glane dans les hôtels particuliers. Il fréquente un hôtel de passe homosexuel, rue de l'Arcade. Il y a été voir plusieurs fois l'homme qu'on m'a enchaîné. Parce que cet homme était du Nord, un grand industriel très riche. Il cherchait à comprendre qu'est-ce que ça pouvait être qu'un homme qui se faisait comme ça battre. Il m'a dit que le sang ruisselait partout, tellement on le battait. À Céleste qui se récrie. Mais enfin, comment avez-vous pu regarder ça, cet homme qui se fait battre par des soldats? Il répond. Parce qu'on ne peut pas l'inventer. J'ai jamais oublié quand il sortait. Mais il fallait voir cette espèce de façon de coiffer son chapeau, de prendre ses gants et sa cape. Tout était à admirer. Et puis alors, ce geste qui se retournait pour me sourire, au revoir Céleste alors. Jamais il a ouvert la porte pour partir et jamais il l'a ouverte pour rentrer. Je crois même qu'il n'a jamais su où était la clé d'entrée. Reynaldo Hahn, musicien, compositeur, interprète, est à la guerre. Il profite de ses permissions pour rendre visite à Marcel Proust. Des années plus tôt, il fut son amant. Il est resté son ami le plus proche. C'est à lui que l'écrivain a lu Du côté de chez Swann en premier. Sur le plan musical, leur désaccord est presque complet. Marcel adore Wagner, dont les opéras eurent tant d'influence sur sa formation artistique. Reynaldo préfère Mozart et chante volontiers Offenbach. Les charbonniers, les fariniers ont le même sac, même grand chapeau. Les charbonniers, les fariniers se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais pour celui qui sait bien voir, il y a un détail très important. Il y a un détail, il y a un détail, il y a un détail très important. C'est que le charbonnier est tout noir, et que le farinier est tout blanc. Tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Les fariniers sont bons enfants, tout blanc. Oui, le farinier est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Les fariniers sont bons enfants. L'écriture du roman est bouleversée par la guerre. Elle l'est tout autant par un cataclysme intime, une passion. Celle que Marcel Proust éprouve pour Alfred Agostinelli, 25 ans. « C'est ça, la jeune fille que tu aimes ?» s'exclame un ami du narrateur du roman, qui ne peut cacher sa déception lorsque celui-ci lui montre une photographie. Je me rendais compte de tout ce qu'une imagination humaine peut mettre derrière un petit morceau de visage. Agostinelli est le chauffeur de Marcel Proust à Cabourg en 1907. Ils se perdent de vue, puis en 1913 se retrouvent. Le jeune homme loge chez l'écrivain. Au printemps, il se soustrait à son emprise. Ce sont surtout de tels êtres qui inspirent l'amour. À ces êtres-là, ces êtres de fuite,
Leur nature, notre inquiétude, attachent des ailes. Agostinelli rêve de savoir voler. Il prend des leçons de pilotage à Antibes, inscrit sous le nom de Marcel Swann. Naviguer dans l'azur est tellement plus grisant que respirer l'atmosphère du boulevard Haussmann. La formule de l'amour, selon l'écrivain, est assurément « je t'aime, je t'étouffe ». Il a dépensé une fortune pour offrir un aéroplane à Agostinelli. L'avion s'écrase dans la Méditerranée. Agostinelli périt noyé. Le romancier l'intègre dans le groupe des jeunes filles en fleurs. Albertine, c'est lui. Et ce n'est pas seulement lui. Beaucoup d'amis de l'écrivain inspirent des personnages de femmes, qui aiment les femmes. Avec l'apparition d'Albertine, le cycle de Sodome et Gomorrhe, qui comprend la prisonnière et Albertine disparue, se développe. L'exploration des enfers de la jalousie prend le pas sur la peinture d'une société, tandis que se découvre un continent alors presque ignoré par la littérature, l'homosexualité. L'histoire du couple formé par le narrateur et Albertine raconte ce naufrage. L'impossibilité de posséder l'autre, d'avoir accès à son mystère et à une vérité de l'être. Albertine meurt d'une chute de cheval, ce qui la relie au monde d'avant les aéroplanes, au XIXe siècle. Un romanesque dont certains films muets perpétuent la tradition. Maintenant, il fallait s'arrêter court devant ce même abîme. Elle était morte. Ce n'était plus assez de fermer les rideaux. Je tâchais de boucher les yeux et les oreilles de ma mémoire. Ce qui était en avant de moi, ce n'était plus l'avenir d'Albertine. C'était son passé. Son passé, c'est mal dire, puisque pour la jalousie, il n'est ni passé ni avenir, et que ce qu'elle imagine est toujours le présent. L'analyse des sensations impose son rythme à l'écriture. Quand considérez-vous qu'un texte est terminé, demande-t-on au romancier? Quand je sens qu'il n'y a pas d'aller plus loin. Voilà qu'un jour j'arrive, et il me dit comme je suis ennuyée, ma chère Céleste, je suis à bout, tous mes émargements sont pleins. Mes corrections, j'en ai à faire. J'ai des choses à ajouter. Oh ben, monsieur, si c'est ça, c'est pas difficile. Comment, c'est pas difficile? J'ai dit, bien sûr, monsieur, que c'est pas difficile. Quand vous aurez écrit tous vos feuillets, vous me laisserez un petit bout de blanc en bas. Et moi, je vous le collerai bien adroitement en feuillet. Et nous le replierons aussi longtemps que vous voudrez. Le typographe qui arrive là sera bien obligé de déplier votre ruban et d'aller reprendre à la suite. Ah, je me dis, c'est pas possible, comme je suis content. Mais vous croyez que vous pouvez faire ça? Eh bien, je suis sauvée. La guerre s'achève. Marcel Proust, ardemment soutenu par Léon Daudet, reçoit le prix Goncourt en 1919 pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs, enfin publié. L'attribution de ce prix à un auteur qui n'a pas pris part au combat suscite une controverse à laquelle l'écrivain répond. L'idée d'un art populaire comme d'un art patriotique, si même elle n'avait pas été dangereuse, me semblait ridicule. S'il s'agissait de le rendre accessible au peuple, en supprimant les raffinements de la forme, j'avais assez fréquenté de gens du monde pour savoir que ce sont eux, les véritables illettrés, et non les ouvriers électriciens. Quant au sujet, les romans populaires ennuient autant les gens du peuple que les enfants ces livres qui sont écrits pour eux. On cherche à se dépayser en lisant, et les ouvriers sont aussi curieux des princes que les princes des ouvriers. « 1921. Robert de Montesquieu rend une dernière visite au romancier. Le modèle du baron de Charlus est âgé, malade, passé de mode. Il est 2 heures du matin. Alors il arrive, il me regarde comme ça. Il voulait faire de l'important. Puis ça lui allait bien. Comme il arrivait dans la chambre de M. Proust, il lui parle et il se met à lui réciter ses vers, à lui. Et toute la nuit,
Il fichait des grands coups de talon sur le parquet pour marquer l'importance du verre. Et puis, il part. Alors il lui dit, Marcel, je voudrais bien savoir ce que devient ce monsieur de Charlus. Il allait à Nice et je crois que il a dû mourir après. Montesquieu aurait voulu connaître le sort réservé à Charlus, son double littéraire. Il repart sans le savoir. Dans le temps retrouvé, Charlus, abandonné et trahi par son amant, s'adonne à sa passion masochiste dans un hôtel de passe, se faisant battre à coups de chaîne par des soldats en permission. Des bombardements dispersent les prostituées et les clients de cet hôtel qui se réfugient dans le métro. Là, toute une population attend la fin de l'alerte. Un matin, quand je suis arrivée, il était comme un enfant à qui il aurait trouvé le plus beau jouet du monde et le bonheur le plus parfait. Il me dit, « Oh, chère Céleste, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. » Et je lui ai dit, « Et quoi? Qu'est-ce qui a donc passé de tellement important cette nuit dans cette chambre? Quelque chose d'immense, quelque chose de tellement bien. Et qu'est-ce qui est arrivé? » Et il se redresse, il me sourit et il me dit, « J'ai mis le mot fin. Je peux mourir maintenant. » Il écrit le mot fin, mais l'écriture se poursuit. La construction ne cesse d'être remise en question. Les 3 derniers tomes seront publiés après sa mort, non corrigés par lui. Sa renommée ne change rien à son mode de vie. Il se nourrit à peine. La nuit de sa mort, le 18 novembre 1922, il travaille à l'un des plus beaux passages du livre, la mort de l'écrivain Bergotte qui contemple un petit pan de mur jaune sur un tableau de Vermeer. Il m'a dit, « Pourquoi venez-vous dans le couloir? » Alors j'ai dit, « Parce que j'étais inquiète de savoir si vous auriez pas des fois besoin de moi et je me tenais tout près de vous. » Alors il m'a dit, « Il y a cette grosse femme dans la chambre. » Moi j'ai dit, « Moi je vais vous la chasser. » « Mais non, Céleste, il faut pas y toucher, elle est horrible. Elle est horrible, elle est immonde. » Alors j'ai dit, « Elle vous fait peur? » « Un peu. » Nous ne saurons jamais si c'était lui, sur les marches de la Madeleine. Quelle importance! L'église est vide, comme la chambre. L'écrivain est tout entier passé dans son livre. Mais quelle est cette vérité si puissante qui submerge de joie le narrateur lorsqu'il goûte cette madeleine trempée dans une tasse de thé qui fait ressurgir son enfance? Elle est simple et paradoxale. Le temps nous métamorphose et finit par nous tuer. Cependant, une part de notre être se situe hors de lui. Les derniers mots du livre, dans le temps, font écho au premier. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « Je m'endors ».